vois, des fois, t'es juste en train de couler et t'as besoin de 20 centimètres sous tes pieds pour avoir la tête hors de l'eau. Une fois que t'as la tête hors de l'eau, tu peux sortir de la piscine. Il en dit des belles choses, Jérémy Crédville. Salut, c'est Geoffrey. Essaye encore, épisode 14. On entame le 14e épisode en plein confinement. Alors j'espère que pour vous ça va. C'est un confinement semi-confiné, donc je sais pas comment ça se passe pour vous, si vous êtes en petite boule sous un plaid dans un coin de pièce ou dehors en train de sourire et de rigoler et de vous promener en forêt, je sais pas. Mais quoi que vous fassiez en tous les cas, essaye encore, c'est un bon plan à avoir dans les oreilles parce qu'on parle de moments justement un petit peu foirés. Ça peut être un confinement par exemple, des moments où dans la vie on se pose plein de questions, des moments où dans la vie on foire des trucs, on rate, on se mange des bides, on se tape la honte, et puis finalement de ces moments-là en sortent des choses assez sympathiques. On va le voir justement avec Jérémy Crédville, c'est mon nouvel invité dans cet épisode numéro 14 dans un instant. Dans l'épisode précédent j'avais discuté avec Jean-Michel Martel, un Québécois qui dessine des zizi sur scène. Donc si vous voulez aller écouter ça, je vous propose d'aller rattraper sur les différents liens. Le podcast est disponible partout, les plateformes YouTube, etc., Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas. Et puis là, donc avec Jérémy Crédville, on va parler de vomi qu'il a reçu sur lui alors qu'il essayait de draguer une fille. On va parler de cagoule violette. On va parler de discours à un mariage. Le point de sa carrière d'ailleurs, le point de départ de sa carrière. On va parler de France Inter. On va parler de tatouages un peu nuls. On va parler de permis moto qu'il a raté. On va parler de sagesse face au Covid. Et de Jean-Rémy Piedvigne, un enquêteur misogyne, raciste, homophobe et alcoolique. Ça promet un bon épisode. Jérémy Crédville est mon invité, ça commence maintenant. Hop, faux départ. Petite précision, j'ai juste oublié de vous dire, c'est que l'épisode a été enregistré avant le confinement. Donc dedans, on parle de choses et de spectacles qui ont encore lieu, c'est normal. Voilà, allez, on y va. Salut Jérémy Crédville. Eh bien, bonjour. Eh ben oui, bonjour, on y arrive, enfin. Eh ouais, mon Dieu, on a mis combien de temps? On s'est couru après comme deux adolescents amoureux. Ouais. Et on court vite. On court très vite. Et on court vite. Je suis content de t'avoir dans le podcast, Jérémy, pour parler de tes bides. S'il y en a, j'imagine. Il y en a, je les collectionne. Cool. Tu les affiches sur la cheminée, non? Et ouais, j'ai une petite armoire à bide. Petite armoire à bide. Très bien. Qu'est-ce que t'as comme premier bide? Si je te dis, voilà, comme ça, mauvais moment, mauvais bide dans la vie, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses? Le tout premier bid auquel je pense, je suis en 4e. Ouais. Je suis avec une copine à moi avec qui on s'entend plutôt bien. Et on va à la foire de Lille. On est accompagné par ses parents malheureusement, ce qui foire un peu mes plans. et on regarde un manège à sensations. Et de ce manège à sensations, il y a quelqu'un qui vomit de là-haut. Et ce vomi m'atterrit sur la gueule. Oh non. Et si. Donc c'était pas mal parti. Ouais. Voilà, ah oui, ça commence bien. Bon voilà, on est bien parti. Alors Jérémy Crédville, à part le mec à la quiche, j'ai une question que je pose généralement dans le début du podcast pour pas faire mon journaliste avec des mauvaises infos. Qui es-tu si je te demande à toi de te présenter à nous? Je suis un papa. Tu es quoi, pardon? Je suis un papa. Un papa, ouais. Voilà. Non, je vais dire comme ça, je me définis maintenant. Non, Jérémy Crédville, 1m82, 92 kilos, mais plutôt athlétique. Ancien coach sportif, maintenant je fais des blagues à la radio, sur scène, j'écris des blagues pour d'autres gens. J'improvise des blagues. Donc je me rends compte que des fois, tu passes des semaines à écrire des trucs qui marchent pas forcément hyper bien, alors que quand t'arrives et que t'as rien écrit, ça marche super. Et puis voilà, une petite tendance à dormir l'après-midi parce que je dors pas la nuit. Qu'est-ce que je peux te dire? À cause à la fois des blagues et des enfants. Entre autres. Et qu'on me reconnaît très souvent à cause ou grâce à mes cheveux. Oui, c'est vrai qu'on dès peut que je me dire. balade avec un bonnet ou une casquette, je passe incognito. C'est génial, vivement l'hiver alors, c'est parfait. Une cagoule, l'époque des cagoules est là. Putain, mais oui. Incognito nickel. J'ai une cagoule violette, moi. Je pense que ma mère était un petit peu daltonienne sur les bords. Parce que dans tout le rayon cagoule, la couleur qu'elle a choisie, elle s'est dit, ouais, violet, c'est bien. J'en avais une rose, réversible, côté okay. Blanc, tu vois, blanc et rose. Ah oui, mais t'avais le côté blanc. Moi, c'était violet ou violet avec l'étiquette. Violet avec l'étiquette. Voilà, voilà une blague improvisée très bien, très bien. Jérémy, donc t'as commencé à parler de coach sportif, ex-coach sportif. C'est vrai que donc t'es pas parti d'emblée dans l'humour alors. Ah non, c'est pas un choix pas. professionnel établi.
Bah non, 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 j'ai été vraiment en fac de sport. Je voulais être professeur de PS à la base, donc d'éducation physique et sportive, prof Mhm. de sport comme on les appelle. J'avais suivi le cursus normal jusqu'à me rendre compte que à la fac on se faisait un peu chier dans le cursus normal et qu'il y avait très peu de place pour le concours d'entrée. En fait, il fallait que tu saches tout sur les théories de l'économie du sport machin pour devenir professeur de PS. Ça m'a un peu saoulé. Mhm. Euh, il nous disait que les baby boomers allaient partir à la retraite. Bah là, tu vois, moi, ça fait 10 ans que je suis sorti de la fac, ça fait 10 ans qu'ils doivent partir à la retraite, les baby boomers. Et ils sont encore là, donc t'as toujours pas de place au CAPES. Et je m'étais orienté plutôt vers du coaching sportif, parce que moi, j'avais un passif de, de rugbyman sous salarié. Euh, Ah ouais? ouais, on me payait pour faire ça. On n'était pas encore en pro, tu vois, mais on avait un contrat pour jouer au rugby, donc qui était assez cool. Moi, je me suis rendu compte que là, en fait, dans ma vie, j'ai toujours été payé pour faire ce que j'aimais bien faire, donc c'est quand même sympa, quoi. Mhm. Ouais. C'est un métier passion, c'est cool. Et donc, T'as c'est toujours été parti payé pour prendre des coups finalement. ouais, mais tu peux les rendre Oui aussi. si l'arbitre a le dos tourné. Donc ça. Et ouais, non, non, moi, c'est très bien dans le coaching. Et un jour, un pote à moi se marie, il me choisit pas comme témoin. Moi, je leur fais les 10 pires discours qu'un marié peut recevoir de la part d'un témoin lors de leur mariage, mais pour faire une animation, quoi, pour déconner. Mhm. Et en fait, c'est Nana qui est comédienne, elle m'inscrit à un concours d'humour, je gagne ce concours d'humour, et tout est parti de là. Tout est parti. Ouais. Et t'as continué donc bah ouais de concours en concours, de scène en scène, un peu pour le fun ou tu t'es dit bah enfin c'est à quel moment que tu te dis finalement ça peut être un Ben, métier en tant que tel? en fait, si tu veux, ce concours d'humour, il avait lieu le 18, que je te dise pas quand même, 18 mars 2010, Mhm. c'est ça. Je gagne le concours et le gagnant du concours, en lot du gagnant, il avait 3 dates avec un spectacle complet l'année suivante. Donc je savais qu'en mars 2011, je devais produire 3 dates. Mhm. Entre deux, je m'entraînais. Il y avait le Spotlight qui venait de s'ouvrir à Lille, c'est un café-théâtre, un comedy club, Mhm. où on Incontournable pouvait aujourd'hui. entraîner exactement, où on pouvait tester nos vannes. Donc j'y étais allé. À la première scène ouverte, je me rappelle. C'était un 18 aussi, mais c'était juin. Donc tu vois, c'était mars, avril, juin, 3 mois plus tard. Mhm. Je testais des vannes, 18 juin 2010, et il y a 5 personnes à la première scène ouverte et un artiste qui passe sur scène, à savoir moi. Donc je fais des blagues donc il y avait 5 personnes au début Ah merde. de la scène ouverte, il y en avait 3 à la fin, mais c'est pas grave parce que au fond de la salle il y avait un mec qui jouait, il faisait son spectacle là le samedi. Donc ça, je te parle d'un truc, on était le mardi. Le samedi, il joue sur scène. Et il me dit, bah, t'as joué le jeu. Moi, samedi, là, c'est plein. Il y aura 150 personnes. Je veux que tu fasses ma première partie. Et t'inquiète pas, les gens seront pas là pour toi. Entre guillemets, tu t'es un peu chié parce que les gens sont partis, mais c'est pas grave. Moi, Là entre ils deux, je partiront pas, réécris ils entre le m'attendent. mardi et le samedi. Ouais, c'est ça. Entre le mardi et le samedi, je réécris, je réoriente le tir. Ce qui fait que le passage se passe hyper bien. Et il y avait le producteur de ce mec-là dans la salle. Et il me dit, bah, on joue le 18, c'est encore un 18, le 18 septembre. Donc, 3 mois plus tard aussi. Mhm. Au Sébastopol, le théâtre Sébastopol, c'est un 1500 places à Lille. Donc je suis passé de 5 personnes à 150 personnes à 1500 personnes La vache. en 3 mois, quoi. Ah ouais ouais. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai joué devant 1005 et que ça a super bien pris, j'ai eu juste 20 minutes, quoi. Mais c'est là où je me suis dit, oh putain, alors ça, si je peux faire ça pendant plus d'une heure et en faire mon métier, Mhm. je prends, tu vois. Ouais ouais. Et comment, enfin écrire par exemple des blagues, tout ça, il y a des manières. T'y allais, Franco, t'étais intéressé par l'humour avant, tu connaissais quelques techniques ou t'y Je allais au connaissais feeling rien du tout. total, ouais ouais ouais. Non, non, je connaissais rien du tout, mais moi j'avais commencé l'impro à 17 ans, donc je voyais un peu les rouages. Enfin, ce qui fait qu'une impro fonctionne, quoi. C'est un Mm. personnage, un lieu, un enjeu. Donc, tu donnes un but à un personnage. Moi, j'étais très old school à la base. Mhm. C'était vraiment du sketch de personnage. Pour te dire, le sketch du mariage, c'était 10 personnages qui venaient à la suite faire un discours moisi, quoi. Mhm. Et, euh, et c'était old school, mais ça marchait bien. Du coup, non, non, j'y suis allé vraiment de façon empirique. Et comment tu le vis le moment devant 5 personnes et 3 à la fin, ça doit être un peu. Ou alors t'as ton moral de sportif déjà bien établi et t'es en mode Oh, mais moi, compétition de toute et. façon, je savais que déjà jouer devant 5 personnes, c'était moisi. Donc, Oui, donc à partir de là tu craignais plus rien. ouais, moisi pour moisi, c'est pas très grave. Non, non, et puis je me dis, bon, c'est pas leur cam, puis c'est comme ça que t'apprends aussi. Mhm. Je vais pas les retenir. Tu sais, des fois, t'as le sentiment quand ça marche pas, déjà, de te dire, toi, putain, qu'est-ce que je fous là? Et du coup, les gens doivent se dire,
1000 fois plus la même chose. Ah, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ils ont qu'une envie, c'est de se barrer. Ça se sent, je préfère qu'ils partent et qu'ils laissent ceux qui prennent du plaisir que de pourrir finalement le truc, ouais. Ouais. Et tu as parlé d'impro, donc à 17 ans tu commences l'impro, là tu vas... À 17 ans. Ouais. À 17 ans, en fait, c'est ma meilleure pote. On n'était plus ensemble à la fac, justement. On était au même lycée, mais après on se barrait dans des facs différentes. Qui nous a trouvé une activité commune, comme on n'allait plus vraiment se voir. Je me dit, vas-y, tous les lundis, on fait un truc en commun. Moi, je faisais déjà du rugby et j'allais pas l'inscrire là-bas. Parce que de toute façon, il n'y avait pas d'équipe mixte et elle faisait à peu près 1 mètre de moins que moi. Parce que je suis très très grand, je suis à peu près 1 mètre... Attends, si je dis 1 mètre en moins, je fais à peu près 2 mètres 40, quoi. Là, pour le coup, c'est 2m60, un peu, ouais. Et bref, elle a trouvé l'activité impro. Alors c'était drôle parce qu'on était les 2 jeunes de 17 ans là-bas dans ce groupe et le prof il dit moi je veux bien, de toute façon c'est ouvert à tous, mais sachez que vous êtes le plus jeune, le deuxième plus jeune il a 35 ans, quoi. Et c'était drôle, on y allait, on avait une nouvelle bande de potes, sauf qu'ils avaient déjà des gosses. Et bah putain, ils avaient ma vie maintenant. Merde. Parce que nous on avait 17 ans. Je me vois pas avoir un ami là de 17 ans. Mais pour autant, tu te voyais bien là, à ce moment-là, avoir des amis de 35 ans. Ça gênait pas dans l'autre sens. Ouais. Bah non. Ça faisait progresser. Et l'impro, t'as aimé tout de suite? C'était plus pour être avec ta pote direct. Ou ouais. J'aimais bien ma pote aussi, mais l'impro direct. C'est fou comme ça. Je me suis senti vraiment à l'aise tout de suite. Alors que, tu vois, dans la vie, je suis pas non plus très expansif. Bon, là, je parle parce que parce que je t'appelle, quoi. Ouais, voilà. Au téléphone. mais les gens ont tendance à croire que je suis un peu froid et tout, mais non, c'est un peu de la timidité, tu vois. Sauf que le fait d'être sur un plateau devant des gens qui te regardent avec un mec qui te donne un défi, genre, ok, t'es un astronaute, t'arrives à densifier un nuage et tu dois descendre, sauf que ta fusée elle est loin. Enfin, déjà, le thème il est un peu bizarre, mais tu vois, cette perspective de jeu, ça m'anime. C'est pour ça qu'on te voit aussi souvent dans VTEP. C'est le même défi un petit peu, entre guillemets, on te lance un... Le problème, c'est que c'est très très guidé avoir été permis parce que ils reçoivent beaucoup de comédiens ou de chanteurs ou de youtubeurs ou de mecs du moment qui n'ont pas forcément le sens de l'improvisation et du coup ils cadrent beaucoup. Et en fait, moi je préférais qu'ils nous disent ok, vous êtes chez le psy, il y a un problème, allez-y. Oui. Que ok, t'es chez un psy et en fait il te manque une jambe parce que ton chien l'a mangé et du coup tu vois, tu vois, il y a beaucoup de, ça oriente à chaque fois et à chaque phrase il rajoute des trucs qui ne font que resserrer le cadre initial dans lequel on te met, tu vois. Ouais. Donc ça me plaît de la faire quand je suis en face à un improvisateur. L'autre fois on a eu une impro avec Virginie Hoc qui elle pour le coup est une comédienne qui fait aussi des matchs d'impro en Belgique. Et mais ça change tout. Arthur, il nous a donné le cadre. Après, il a essayé de dire un truc. Je me disais, attends, Arthur, laisse faire. Et bim, on a fait un truc qui était fou. Et il était bluffé, tu vois. Mais pareil, quand t'as Philippe Lelièvre sur le plateau, c'est simple. Ah ouais, quand Philippe Lelièvre, c'est un fou. Lui, il est hyper généreux, donc c'est génial. On ressent alors autant dans VTEP quand j'ai pu te croiser, te voir à la télé, te regarder autant dans les spectacles, autant en vrai quand j'ai été croisé dernièrement au Kings. Tu me regardes beaucoup là. Oui, beaucoup, très beaucoup, beaucoup trop. Non, sérieusement, ce qui se dégage de toi, c'est vrai, c'est une espèce de no stress, tout va bien. Il pourrait se passer n'importe quoi à côté. On dirait que t'es jamais ou atteint ou stressé. C'est l'impro qui t'a donné ça, c'est ton caractère de base, c'est. Je crois que c'est mon caractère. C'est une copine à moi qui m'appelait le gladiateur. Elle a dit, en fait, t'y vas et tu sais pas si c'est dangereux ou pas. Le truc, c'est que il y a beaucoup de choses dont je me fous. Enfin, tu sais, je m'en fous d'avoir l'air con, je m'en fous. Si c'est pas bon pour mon image, je m'en fous. Enfin, tu vois. Ouais, t'as pas un mauvais ego, on va dire, c'est ça? Non, non, enfin, j'ai un ego. On a forcément un ego dans ce métier-là parce que tu fais ça pour être regardé quand même, oui, on va être honnête. Et parce que ça te plaît d'être, enfin, tu vois, devant la lumière et que les gens te regardent. Enfin, on a tous un ego un peu mal placé, mais le mien fait que si je rate, c'est pas grave, tu vois. Les castings, j'en ai passé 30, j'en ai eu un, et les 29, ça m'a pas touché. Tu vois, c'est quand même fou de se dire, mais ça m'a même pas touché, mais même pas un minimum.
c'est off. Tu sais, c'est genre, je viens de bouffer 10 Smarties, il y en avait que 9 dans la boîte. Oh. Enfin, tu sais, je sais pas, c'est ce caractère-là. Pareil, tu vois, je suis pas trop, j'ai pas d'ambition. Tu vois, il y en a qui me disent, tu te vois où dans 5 ans? Ah, attends, mais moi, là, ça me va, je kiffe, là. Ouais. Si ça ne fait que monter tout doucement pendant encore 5 ans, je veux bien. Mais je vise pas un zénith ou un truc. Mm-hmm. Non, tu vois, donc moi, ça me passe au-dessus, quoi. C'est-à-dire que je peux me planter, c'est comme ça que j'apprends au pire. Je t'avais entendu dans un truc. Ouais. Et puis je crois beaucoup aux histoires de moments, tu vois. Je me dis, si c'est pas pour aujourd'hui, c'est que c'est pas le bon moment. C'est que quelque chose de mieux t'attend peut-être plus tard. Mais sois patient, ça vient quand ça doit venir. Mais t'as pas peur de comme louper du coup le moment si tu te dis bon c'est pas grave comme d'être pas préparé ou de louper le bon moment qui aurait été celui-là. Ah, si je me prépare pour fort et que j'y crois, ça va plus me toucher, ouais. Mais pareil, tu vois, je me dirais, c'est qu'il y avait un loup. Tu vois, moi, chaque fois que je loupe un train, je me dis peut-être que celui que j'ai loupé, il aurait déraillé. Ouais, ok. Ou tu vois, dès que je pars en retard de chez moi, alors que j'étais levé depuis 2 heures, c'est juste que j'ai pris trop de temps. Je me dis, peut-être que sur ce passage piéton, je me serais fait écraser et que il y a, je sais pas, quelque chose qui fait que on va le retarder, tu vois. Enfin, je crois pas en Dieu ou des trucs comme ça. Mais je me dis, la vie, il y a peut-être un truc qui nous attend. Ouais, que les choses s'imbriquent un peu toutes seules et que donc Ouais, c'est voilà, normal que finalement tu sois en retard. Le hasard, je crois pas trop. Ouais. Ok, ouais, mais tu parles de train, Trop, c'était ça que j'avais entendu une fois de toi. Tu disais, bah si je loupe mon train, il y en a un après. Enfin, je sais plus où t'avais dit ça, mais c'était ça, quoi. Ouais, c'était cet esprit-là. Clairement, après, le problème avec les salles, c'est que souvent, je prends le dernier possible. C'est-à-dire que si je joue à 19h, je vais en prendre un à 17h pour arriver à, tu vois, à 18h30. Et si celui-là, je le rate, oui, là, c'est compliqué. Ils sont un peu emmerdés. Ouais. Et donc sans ambition entre guillemets, en te laissant porter et en te le foutant entre guillemets des échecs, tu disais bah je rate, c'est pas grave. Finalement, c'est un peu le meilleur moyen d'être à l'abri, de l'échec pour le coup. Ouais, ou alors est-ce que c'est moi, j'en sais rien, je suis pas de la psycho à la con. Oui, voilà. C'est moi qui me dis, qui me persuade que c'est pas grave, ou est-ce que c'est vraiment pas grave pour moi, je sais pas, mais mais c'est vraiment, tu sais, c'est Mandela, hein, c'est la phrase de Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, c'est typiquement ça. Si tu retires pas de leçon de tes échecs ne te servent à rien. C'est vraiment en échouant que tu te dis, ok, d'accord, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. Et ben la prochaine fois, fais-le. Si tu reproduis tes erreurs, bah là, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Non, un échec pour moi, c'est toujours moteur. Faut pas se dire, ah, je suis raté, je suis nul. Faut juste trouver le pourquoi tu t'es planté. Ok. Et donc bah oui, ça s'appelle Essaye encore ici le podcast, donc c'est l'idée, on se plante, on recommence. C'est quoi le moment qui te vient à l'esprit si je te parle de ça? J'ai planté et je recommence. C'est quoi la dernière chose que t'es Tu sais que moi, sur mon épaule, c'est tatoué. Hein. Nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. Enfin, t'as de sacrés trucs tatoués aussi. Ça fait peut-être partie des échecs aussi, non? Ouais. Je peux pas tout raconter à cette antenne. Puis il y a des endroits où je me suis tatoué où j'aurais pas dû. Mais quelle était la question? Sur le fait d'essayer? Oui, encore le fait d'essayer. Quelle est la dernière chose que t'as justement planté et t'as dit bon c'est pas grave, je recommence. Voilà. Si on pense dans cette optique, c'est quoi la dernière chose qui s'est produite comme ça? Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense typiquement c'est les. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais les castings. Les acteurs qu'on reçoit, parce que de temps en temps sur les acteurs à France Inter, ils nous disent toujours c'est 9 castings ratés pour un décroché, tu vois. Et en fait, il y a des fois des rôles où là, ça m'avait un peu fait chier pour le coup. C'était dernièrement un casting pour le nouveau film de Danny Boone qui va sortir sur une plateforme. Il va le sortir sur Netflix. C'est un truc sur le confinement, je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Mais bref, moi j'avais été casté pour le rôle d'un coach sportif justement. Et la directrice de casting, elle pétait des barres. Enfin, vraiment, ça l'amusait ce que je proposais par rapport au personnage. Et elle m'a appelé là il y a 3 semaines en me disant bon, ça va pas le faire, mais c'est pas toi, c'est juste Danny qui a une autre perception du rôle. Par contre, il va sûrement réécrire le rôle en fonction des idées que t'as sorties là en casting. Donc tu vois, tu te dis merde, prends-moi, c'est plus simple. Danny, si tu écoutes. Ouais, non. Et puis je me dis aussi que tu vois, cette directrice de casting là qui m'avait jamais vu en casting, et ben là tu vois, elle m'a en tête et elle m'a clairement dit s'il y a des rôles qui pourraient te convenir,
j'hésiterai pas à appeler ton agent, machin. On revient sur l'histoire du moment. Ce moment-là t'a servi, Ouais. il est peut-être pas abouti, mais il va peut-être déboucher à un autre plus tard, et voilà. Ça te va comme ça. Bah ouais. Bah tu vois, moi, typiquement là, le début de l'histoire, quand en fait, je suis dans le milieu de l'humour parce que j'ai joué devant 5 personnes, alors que j'aurais pu dire, bah vas-y, ils sont 5, je joue pas. Ouais. Et en fait, comme j'ai joué devant ces 5, au fond de la salle, il y avait quelqu'un. Tu sais jamais qui y a dans ta salle, tu vois. Moi, pareil, à ma première à Paris. Bon là, c'est pas pareil, il y avait du monde, mais il y avait ce qui s'avérait être ma productrice aujourd'hui. Je savais pas qu'elle allait être dans cette salle au moment où j'ai joué. J'ai joué et voilà. Même s'il y a peu de personnes, tu sais jamais. Puis c'est du réseautage. Après, ça peut aller très vite. Et entre eux, alors cinéma, la scène, la radio, la télé éventuellement, tu t'as un préféré, l'impro aussi, t'as quelque chose que tu préfères faire ou c'est un petit peu finalement toute c'est le même univers pour toi? Alors non, c'est très différent. Mais si je devais mettre un ordre, qu'est-ce que la scène en premier, c'est sûr. C'est là où tu gagnes le moins d'argent, mais c'est là où tu prends le plus de risques parce que si tu te plantes, bah c'est en direct. Donc tu peux pas la refaire, quoi. Ouais. Les gens, tu peux pas les duper. Si t'es pas bon ce soir-là, ça va se sentir. Et moi, j'aime bien ce côté-là, rapport direct, quoi. Ça veut dire que t'as tout de suite la réponse à ce que tu envoies. Après ciné, mais parce que c'est plus rare, tu vois. Et que finalement, tu fais pas grand-chose pour être très bien payé. C'est-à-dire que tu peux passer toute une journée à dire passe-moi le sel, sauf que tu vas le dire avec 10 cadres différents et des fois tu seras pas à l'image quand tu diras passe-moi le sel, mais t'as passe-moi le sel à dire toute une journée. Et puis, c'est les rencontres que tu fais. En radio aussi, c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup. Autant en chronique, je suis pas forcément à l'aise, mais j'aime bien sniper de temps en temps, dire une petite phrase qui va mettre un peu d'ambiance, qui va faire rire. Et puis voir ces monstres du cinéma ou de l'édition. Tu vois, il y a des auteurs de dingue qui passent chez nous. Et du coup, alors si t'es moins à l'aise, c'est ça, c'est la rencontre avec ces invités qui vont être dans l'émission qui t'attire dans le fait de faire des chroniques, c'est la chronique en elle-même. Moi, la chronique radio, j'aime pas. Je trouve qu'il y a des gens hyper doués pour ça. En fait, ceux qui tirent leur épingle du jeu sont les auteurs, tu vois, en chronique radio. Je trouve. Moi, je préfère jouer. J'arrive pas trop à jouer assis. Okay. Avec un casque derrière un micro, mais c'est moi qui me mets ces barrières-là parce qu'il y a des chroniques qui se sont bien passées. Mais moi, je sais que j'aime bien jouer, en fait. Et autant je sais que sur Rire et Chanson, ça passait très bien. Sur France Inter, ils sont un peu moins friands de ce truc. Ils veulent moins de populaire et plus de l'intellectuel, tu vois. Oui. Ah, c'est France Inter. Et moi, j'arrive pas à m'amuser autour de ça. Ouais. Alors, je dénigre pas du tout. Hein, non, cool. Non, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est l'univers France Inter, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et moi, ça me force aussi à changer un peu mon écriture, mais je sais qu'en chronique, c'est très rare que je me sente hyper à l'aise. Mais tu parlais de. Et pourtant, je le fais. Hein. Oui, bah oui. Et tu parlais en tout début que tu écrivais aussi pour d'autres, donc et tu disais que là, qu'en chronique, les auteurs en tirent leur épingle. Tu pourrais du coup t'y retrouver là, en plus sur la partie auteur. Mais ce qui t'amuse, c'est de jouer, c'est ce que tu me disais. Bah ouais, en fait, moi, c'est pareil. Écrire pour le théâtre, ça me va. J'y arrive. Mais pour une chronique, j'ai beaucoup de mal. Après, à moi aussi de me dire, est-ce que je prendrais pas plutôt des auteurs, pour moi, et puis j'ai juste à lire ma chronique, mais je sais pas si j'y arriverai non plus. T'as déjà travaillé avec d'autres gens que toi sur tes textes? Sur le premier spectacle, j'avais bossé avec Benjamin Gage, qui est metteur en scène et co-auteur sur certains spectacles. Il a notamment écrit avec Manu Payet, Baptiste Le Caplin, tout ça. Et je sais que sur le premier spectacle, moi j'étais venu avec un truc, il avait mis un peu son nez dedans, il avait écrit tout un sketch, tout ça. Et j'arrivais moins à le défendre. Et là, du coup, je fais l'inverse, je le garde à la mise en scène. Mais là, le rodage, je le fais tout seul et j'attends vraiment d'avoir rodé beaucoup de dates et de me dire, ça y est, pour moi, c'est clair, pour qu'ils viennent un peu retirer du gras et proposer des idées. Mais je sais qu'à l'écriture, ce sera moi. Tu vois, il peut me dire, là, il y a une porte que t'as ouverte et t'as pas encore exploré, écrit, tu vois. Mais pas me dire, tiens, je t'ai trouvé ça peut être bien. Et donc tu parlais de théâtre aussi, t'as joué au théâtre, en même temps t'es sur scène en jouant toi, mais tu joues aussi là en ce moment, je sais que par exemple qu'il y a une espèce d'enquête où tu joues avec d'autres gens qui ressemblent plus au théâtre, j'imagine aussi que ça s'approche de l'impro. Ouais, alors ça, tu vois, les meilleurs concepts ils sont nés de trucs pas du tout prévus. Moi,
L'enquête, c'est un spectacle qui aurait pas dû avoir lieu parce que moi, je jouais un tout autre concept qui s'appelait Crash Text. Et Crash Text, en fait, tu venais tester 20 minutes de nouveaux sketchs, mais écrits, tu vois, pour le coup. Mhm. Et moi, ce truc-là, je l'avais joué pas mal de fois, ce qui fait que mon spectacle était écrit. Et ça me faisait chier de pondre 20 minutes encore, tu vois. En gros, il me restait 3 dates à faire avec Crash Text. Niveau public, ça prenait pas forcément. Et puis moi, je m'y retrouvais pas parce que j'avais déjà écrit, donc ça m'embêtait d'écrire 20 minutes qui allaient me servir à rien. Ouais. Enfin, 1 heure parce que je devais faire 3 dates. Et je me suis dit, vas-y, je teste un truc en impro. J'avais fait un truc en impro il y a 8 ans qui m'avait marqué. On était sur une enquête policière. Euh, mais il y avait pas cette notion d'objet. Et moi, j'ai un autre spectacle d'impro qui s'appelle Tournée Générale. C'est un truc avec les mots. Dès qu'il n'y a plus de mots. Oui, un tableau, on met tous les mots à Ouais, l'entrée. c'est Ouais, ça. ouais. Mhm. Et là, je me suis dit, est-ce que les gens pourraient pas ramener chacun un objet qui nous servirait de pièce à conviction dans cette enquête? Ils le déposent dans 2 grandes armoires qui sont au fond d'un décor de commissariat. Et on joue, quoi. Mhm. Et pour l'instant, c'est un spectacle qui vraiment m'anime beaucoup. Ça cartonne, ça me fait rire. Les gens prennent du plaisir. Je l'ai joué hier en Belgique avec Olivier Le Borgne, qui s'est éclaté à le faire. Enfin, c'était super cool. Parce que les personnes changent aussi, c'est ça? Qui t'accompagnent? Ouais, je prends jamais la même personne. Ok. Et je veux pas savoir qui ils incarnent. En fait, moi, je sais qui j'incarne. Moi, je suis Jean-Rémy Piedvigne, un enquêteur misogyne, raciste, homophobe et alcoolique, ce qui fait de lui un bon enquêteur, selon lui, mais c'est l'enquêteur le plus nul du monde. C'est-à-dire que s'il a le meurtrier en face des yeux, en train de buter quelqu'un, il va dire, mon Dieu, mais ce mode opératoire me rappelle quelque chose. Dis donc, Ouais. vous n'auriez pas vu quelqu'un qui, tu vois, il est vraiment nul. Et donc ça, c'est des idées. Donc finalement, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, tout ce qui marche aujourd'hui ou que tu veux travailler, c'est finalement les choses nées un peu comme ça sur un coin de table, une idée dans une impro, etc. quoi. C'est pour autant presque les échecs ou les ratés qui pourraient du coup être finalement les meilleurs succès. Bah ouais. Ouais, non, mais tu sais, des fois, enfin, moi, je sais que, je te parlais des chroniques, les meilleures chroniques, c'est celles que tu mets le moins de temps à écrire. Mhm. Et parce que des fois t'as pas le temps, parce que des fois tu te dis ah putain mais j'avais oublié que demain j'y étais. Enfin, c'est un peu les ratés, les deadlines qui font que ça fonctionne. Et en règle générale, quand t'écris, alors parce que du coup il y a 2 modes, il y a le mode impro et il y a le mode j'écris vraiment. Quand t'écris, c'est comment? C'est plutôt assez scolaire, t'as besoin d'être à un bureau, assis, etc. Ou Non, j'y arrive pas. Moi j'écris bien dans les trains parce que le wifi est merdique, il y a que ça à faire et des fois entre 2 villes il y a 5 heures. Et du coup je sais que dans les trains ça marche bien. J'arrive pas à me mettre des horaires, c'est ce qui me bloque le plus. Et écrire longtemps à l'avance, ça me bloque aussi, tu vois. Mhm. Montreux, je sais que ça fait 1 an qu'on doit écrire le gala quasiment, enfin 1 an. On a su avec Guillermo en février qu'on devait faire un gala pour décembre. Et ben, j'ai pas réussi à m'y mettre avant mi-octobre, tu vois. Ouais. En fait, quand t'as trop de temps avant, ça marche pas. C'est la fameuse deadline qui va donner le coup de pression et qui va faire que... Clairement, Ouais, moi, ouais. mon premier spectacle, c'était ça. C'est-à-dire que le point final, je l'avais écrit à 19h pour jouer à 20h30. Mais en plus, ça a démarré comme ça, puisque 3 jours après, tu devais avoir écrit 20 minutes, alors que tu avais un tout petit truc de scène ouverte. Puis C'est 3 ça. mois après, tu devais avoir un show, enfin une intro, Ouais. quoi. Une première partie, voilà. Donc oui, Ouais. c'est un peu le mode de par défaut que t'as découvert, quoi. C'est un peu ça. Et pareil, sur le deuxième, tu vois, sur le rodage du deuxième, moi, je savais depuis mars que je devais commencer à le roder. Et j'ai bien fait de prendre une date. J'avais pris une date. Les premières dates, c'était en août, tu vois. Et ben, j'ai écrit fin juillet. Hmm. Et du coup, dans cet esprit de bon, rien n'est finalement si grave, est-ce que t'as quand même le sentiment de vivre des moments d'échec, de plantade dans la vie en général ou sur scène? Ou est-ce que finalement il n'y en a pas? Tu n'as pas ce ressenti? Si, je le sens. Moi, je sais que j'arrive jamais à faire un truc du premier coup, tu vois. Mon permis, par exemple, bagnole, alors que j'ai la conduite accompagnée, ça faisait 1 an que je conduisais tout le temps, tous les jours, et ben je l'ai pas eu du premier coup. Mhm. Et je sais pas si c'est du stress ou pareil la moto. J'ai passé le permis moto là il y a 3 semaines, enfin je l'ai repassé du coup parce que j'avais déjà foiré une fois.
Je sais pas s'il y a une épreuve qui s'appelle le plateau. Enfin bref, tu dois faire une sorte de slalom, des arrêts, tu dois rouler à une certaine vitesse. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Euh, Ça, je savais le faire à l'entraînement, tu vois. Ouais. Et putain, le jour de l'examen. Mais c'est-à-dire que même à l'entraînement, le mec il me disait, mais on arrête de te mettre des heures, ça sert à rien parce qu'il y avait un forfait où tu sais, t'as un forfait où t'as 18 heures. Ouais. Et lui, au bout de 6 heures, il me dit, bah, t'es prêt, donc ça sert à rien. J'ai quand même fait 12 heures pour dire d'être sûr. Et le jour de l'examen, j'arrive à me planter, quoi. J'avais jamais calé en leçon. Et là, c'était la première fois que je calais à l'examen. Mhm. Pourquoi? Je sais rien. Et du coup, alors quand c'est comme ça, tu gardes cet esprit de bon bah j'y retourne et puis c'est tout, ou t'es quand même Ah un bah peu ouais. vénère, un peu. Ah non, ça m'a énervé parce qu'en fait, ce qui est énervant, c'est de te dire que tu sais le faire. Hmm. Tu vois, c'est ça qui est hyper chiant. C'est-à-dire que tu sais, tu l'as, c'est juste que le contexte fait que tu perds tes moyens, tu respires moins bien, tu regardes par terre alors que tu sais qu'il faut regarder loin devant. Tout ce genre de trucs alors que tu sais, tu vois. Mhm. Mais Ouais. par contre, j'attaque la deuxième fois beaucoup plus serein. C'est-à-dire que j'ai pas ce stress de j'ai raté une fois, je vais re-rater à coup sûr. C'est juste, bah, louper, tu sais le faire. Maintenant, t'as plus qu'à réussir. Mhm. Ok, donc détaché, mais quand même, ouais, ça me rassure. On apprend que Jérémy Crédville, quand même, des fois, sue et s'énerve. Ouais, oui. Mais j'élève très peu la voix ou moi c'est drôle, c'est ce que me reprochait ma meuf, ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Elle me dit tu fais chier, on s'engueule jamais. Et du coup elle voulait qu'on s'engueule pour ça. Mais non, souvent je laisse passer l'orage. Et je pardonne très vite. Ma meuf des fois elle est rancunière, mais pour rien, c'est-à-dire que tu vois, l'orage est passé, et elle va encore me faire la gueule un jour. Je lui dis, tu sais, moi tout va bien, tu reviens quand tu veux vers moi. Et ça me gêne pas. T'as pas le temps d'être en colère, quoi. Bah encore moins aujourd'hui avec le Covid, tout Ouais. ça, la situation de brin. Tu vis comment ça alors justement cette situation? C'est là aussi c'est bon bah Bah, prends tu ce qu'il y sais, a quand tu ou peux rien faire, tu vois, là, par exemple, on a un couvre-feu en France qui, pour l'instant, est à 21 heures. On sait que ça va passer à 19 heures. Hein. Ça nous pend au nez, mais les gens veulent pas le ouais. dire. En Bah fait, ils veulent pas nous reconfiner, mais j'allais dire il y a même un reconfinement qui pend. Enfin on le sent venir aussi j'ai envie de te dire donc bon. le reconfinement, ils le feront pas parce que économiquement, ça les ferait douiller, mais ils s'en Ouais. foutent de faire douiller économiquement d'autres personnes. Ils veulent que le modèle économique fonctionne, donc ils vont faire du télétravail, machin. Donc il faudra toujours travailler de toute façon. Mais ils voudront pas reconfiner les gens parce qu'ils savent que c'est Une cata. de toute façon, dans toutes les épidémies, quelles qu'elles soient, il y a toujours une deuxième vague, quelle que soit l'épidémie. Et la deuxième vague est souvent pire que la première. Mm. Mais, euh, mais non, tu sais, moi, quand je peux rien faire face aux éléments, etc., ou, bah, je me dis, de toute façon, si tu peux rien faire, qu'est-ce que, tu vois, Oui, à quoi en bon fait, ça t'en sert à rien de inquiéter t'énerver, plus que quoi. ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Et, moi, tu vois, j'ai de la chance de pouvoir, ça me fait chier un peu parce que c'est pas cool, parce que dans les théâtres dans lesquels je jouais, tu vois, il y avait un artiste à 19h30 et moi à 21h30. Et ben en fait, ils font passer celui qui a plus de notoriété, ils le mettent à 19h et le mec qui est à 19h30, et ben il jouera pas. Et Ouais. Oui, il y a toute tu une vois, moi, il y a réorganisation toujours des évidemment. solutions. Ouais. Et toi qui te vois pas, genre à dans 5 ans, etc., qui a pas de plan, là, du coup, tu te dis quand même que le métier enfin dangereux. Il peut s'arrêter ou Mais en fait, ou te tous les dis non, métiers, tu je sais, serai comédien, je serai sur scène quoi qu'il arrive. je pense que quoi qu'il arrive, je serai sur scène ou dans ce milieu-là, tu vois. Moi aussi, j'aimerais bien bosser dans le milieu de la voix, par exemple. Ça m'intéresserait de faire du doublage. Enfin, je sais qu'il y a plein de passerelles dans ce métier, donc je suis pas inquiet. Mhm. Ce qui m'inquiète, c'est plus pour les potes qui ont le même statut que moi, mais pas la même, qui n'ont pas la chance de passer en radio, en télé, etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux parce que, en fait, dans l'intermittence, c'est la première année qui est très difficile parce que t'es pas connu, il faut faire venir des gens à ton spectacle. Donc Mhm. c'est compliqué, mais c'est plus avec ça. Moi, ça va. Je pense que je m'en sortirai toujours. Et au pire, j'ai ce diplôme de coach sportif que je Oui, peux reprendre. c'est sûr. En plus, les Tu salles de vois. sport sont fermées, donc. Et ouais, mais tu peux aller à domicile. Non, non, je pense qu'il y a toujours un moyen de se rattraper. Je me demande toujours comment les gens qui vivent dans la rue sont arrivés là, tu vois. Bah, Je ça me dis arrive merde. assez vite, hein, souvent. Eux aussi, je pense, se posent la question parce que tu te dis que Ouais, non, et puis finalement, bah, très vite avec, je sais pas, des aléas de la vie, tu te retrouves là ouais, sans ouais. même l'avoir vu venir, j'imagine. Ah, mais c'est fou. Je me dis merde, il y a toujours moyen d'avoir un peu d'aide, mais je pense qu'il faut la demander au bon moment. Parce Mm. que si c'est
Faut oser la demander aussi, je où... pense. Parce que c'est pas Ouais. simple non plus. Enfin, selon les caractères. Mm. Toi, tu demanderais de l'aide quand ça va pas? Je pense que j'essaierai vraiment tous les moyens avant de demander de l'aide. Mais sinon, ouais. Ouais. Donc demander de l'aide n'est pas un aveu d'échec chez toi. Ah non? Non, non, au contraire, si tu vois, des fois, t'es juste en train de couler et t'as besoin de 20 centimètres sous tes pieds pour avoir la tête hors de l'eau. Mm. Une fois que t'as la tête hors de l'eau, tu peux sortir de la piscine. Tu vois, c'est juste le fait d'avoir ce petit soutien. Et après, tu te débrouilles et après, tu rends l'appareil, mais non, il faut. C'est quoi, on va revenir sur les moments de scène. Est-ce que tu as un souvenir d'un vrai, bon, à part le premier là devant 5 personnes et 3, il en reste 3 à la fin, 2 s'en vont, mais t'as un souvenir d'un truc que t'as tenté, qui a vraiment bidé à fond, un truc comme ça, du genre? Moi, j'ai le souvenir de 2 semaines avant la première de mon spectacle. Je joue 3/4 d'heure de mon spectacle, donc quasiment tout mon spectacle, pour une association. Où est-ce que ça jouait? Ça jouait à Beuvry-la-Forêt. Le GPS voulait même pas trouver cet endroit. Tu vois, déjà ça c'est un signe. Et j'arrive là-bas, c'est pas un régisseur, c'est un mec de la ville qui est, je sais pas, jardinier le jour, à qui on a dit bah tu feras les lumières ce soir, qui est en régie. Et du coup moi je lui dis je t'ai ramené ma conduite. Il fait non mais moi le permis je m'en fous. Je dis non mais ma conduite c'est. Je sentais qu'il connaissait pas le vocabulaire ni rien. Bon moi non plus hein, mais. Toutes les bonnes conditions étaient réunies pour une future vanne. Ah mais il puait le Ricard et tout. Enfin il était 16h quand je suis arrivé, il était déjà à la tise. Et bref je lui dis non mais la conduite c'est quand tu dois mettre tel son ou telle lumière, tu vois. Ouais, d'accord. Et bon il était défoncé, mais toujours est-il que moi je suis censé passer ce soir-là à 21h30 entre le dessert et le fromage, entre le fromage et le dessert, c'est à l'envers. Et finalement, je passe, il est 23h16 et je devais jouer donc 45 minutes. Et en fait, j'ai joué 3 minutes, je crois. J'arrivais sur scène, personne m'écoutait. Je rentrais sur scène avec ce sketch du mariage que j'avais fait à la base. Et en fait, le début du sketch, je faisais ding 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 avec une fourchette sur un verre. Oui, comme un toast pour appeler les gens, ouais. Ouais, c'est ça. Et ben les 300 personnes, 23h15, complètement torchées, ah oui. ont fait ding 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 avec leur verre. Oh ouais. Et moi j'essayais de parler là-dessus, mais ils s'en branlaient, tu vois. Et l'organisateur de ce truc-là, il est monté sur scène pour me dire eh ben, j'ai jamais rien vu d'aussi nul. Allez, au revoir. Donc devant tout le monde, tout rouge, me dire ça à 23h15, j'ai jamais rien vu d'aussi nul, au revoir. Et bon après moi il y avait une stripteaseuse, du coup je pense qu'il attendait. Enfin, c'était une stripteaseuse de Beuvry, elle avait des sous-vêtements pas du tout assortis. Bon, en plus, on m'a mis dans la loge de la stripteaseuse, l'organisateur. Je t'ai mis dans la loge de Lolita. Et je dis, mais c'est qui Lolita? Il fait, bah, la stripteaseuse. Donc, je rentre dans cette loge. Et je dis, ah, vous êtes la maman de Lolita? Elle dit, bah, non, c'est moi. Ah. Bref. Beuvry-la-Forêt. Ouais, 2 semaines avant de jouer, Beuvry-la-Forêt, que j'embrasse. Beuvry-la-Forêt. Ouais. Ça, je m'en souviens, ouais. Ah oui, il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est un bon. Et donc ça, c'était, tu dis combien de semaines de la première? 2 semaines. 2 semaines. C'était mi-décembre et ma première de spectacle, c'était le 7 janvier 2011. Bon, vu les circonstances, tu te dis, ouais, c'est le lieu. Tu n'en prends pas un coup à ce moment-là. C'était. Ah si. Si. À ce moment-là, si, parce que je savais pas moi. Et puis tu sais, à 2 semaines du truc, tu te dis mon Dieu, mais. Ouais, tu remets tout en cause très vite. Ah ouais. Et en fait non, c'était juste que ces gens-là, c'était pas mon public, c'était pas mon heure, c'était pas le moment. Une fois de plus. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que tu vois, c'était vraiment une soirée cabaret quoi. On devait être une vingtaine avec des magiciens, des accordéonistes, des musiciens, des stripteaseuses. Moi, tu vois, aujourd'hui, 10 ans plus tard, tous les gens qui étaient là et qui ont pu aller au bout de leur numéro, je les ai pas vus ailleurs que là, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont restés dans un petit milieu amateur et tant pis pour eux. Enfin, je leur souhaite pas de. Oui, non, mais j'entends ce que tu veux dire. Oui. Voilà, finalement, ils t'ont pas vu là-bas ce soir-là. Ils auraient dit, ouais, j'ai découvert Jérémy Crédville avant que ce soit Jérémy Crédville à la télé. Voilà. Jérémy Crédville avant Jérémy Crédville. Voilà. Bon, donc on cherche des nouvelles de Lolita si jamais elle nous écoute.
Et Bah, je puis, dois être mort, hein, je te dis, ah, je te carrément. l'avais. Bah écoute, Jérémy, merci. On retiendra que, en gros, c'est pas grave. Voilà, ça tombe bien, c'est Ah le oui, leitmotiv du podcast. plantez-vous. Bon, bah voilà, on va aller se planter. Merci Plantez-vous, c'est la Jérémy. meilleure façon de pousser. Oui. Petite référence florale avant de nous quitter. J'embrasse Jardiland Et sinon ça pousse. Ouais. Merci Jérémy d'être passé et puis bah écoute, à bientôt si Ben ouais, le Covid nous laisse se recroiser. À très vite. c'est ça, exact. À plus, ciao.